Quand j'ai appris la mort de Charlie Kirk, à vrai dire, je connaissais très peu le gars. Mais là, oh my, sur Facebook, beaucoup de chrétiens venaient de perdre un héros. J'en parle à mes ados. Ils le connaissent bien mieux que moi. Ma fille de 16 ans voyait passer Charlie Kirk sur son feed de tous les jours. Dans le monde numérique chrétien, c'était un sujet incontournable et très polarisant. C'est un martyr. Non, c'est un raciste. Évlan et pif et paclao, comme quand j'écoutais Batman quand j'étais petit. La mort de Charlie Kirk est devenue l'occasion parfaite pour faire sortir ce que chacun pensait des guerres culturelles américaines. J'entendais parler du gars, de ce qu'il a dit et de ce qu'il a fait, mais en réalité, ce que j'entendais, c'était les opinions de chacun sur les démocrates, les trans, Black Lives Matter, puis les républicains, puis le racisme, puis la famille, puis les évangéliques. Charlie Kirk avait bâti sa vie professionnelle autour des débats les plus épineux sur l'avortement, les guns, la famille, l'immigration, sa foi en Jésus, le libre marché, la liberté. Et il s'est fait abattre en public dans un meurtre odieux alors qu'il débattait sur un campus universitaire. Est-ce qu'il y a moyen d'en parler de façon nuancée entre croyants qui s'écoutent? C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On n'est pas dimanche, c'est une réorientation du balado du pop socratique. On mise encore sur l'échange honnête d'idées, mais une touche moins académique, dans l'optique d'être plus accessible. Notre but, c'est d'être nuancé et de faire le tour des questions pour vrai, dans une perspective chrétienne, sans s'arracher la tête. Bienvenue au premier épisode de On n'est pas dimanche. Je m'appelle Richard Poulain, à la barre de On n'est pas dimanche. C'est un balado décomplexé pour chrétiens québécois qui veulent élargir leurs horizons. Mon co-animateur est Alejandro Stolzenbach. Salut Alejandro. Ça va bien? Ben oui. Alejandro, tu veux bien présenter nos deux invités, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, premier invité, on a Pascal Deneau, pasteur de l'Église évangélique réformée de Saint-Jérôme, obtenu une maîtrise en théologie à la faculté théologie évangélique de Montréal. En plus d'être blogueur et auteur, il tient la barre du balado Coram Deo. Deuxième invité, Jean-Christophe Jasmin, pasteur dans l'Union baptiste et aujourd'hui directeur aux affaires externes du réseau évangélique québécois. On le voit dans les grands médias québécois, par exemple, commenter les questions de laïcité ou les projets de loi qui touchent de près les églises. Cool. Bienvenue, messieurs. Merci de votre accueil. Ah ouais, on est content d'être là. All right. Pour aider nos auditeurs à s'orienter à la maison, je vais vous demander à chacun de présenter un peu votre position de base et possiblement les billets avec lesquels vous vous asseyez à notre micro aujourd'hui. Alejandro, est-ce que tu veux bien commencer, s'il te plaît? Oui. Ben, pour ma part, j'étais souvent, et je le suis encore, en désaccord avec le Parti républicain, plus particulièrement les évangéliques républicains, ou ce qu'on pourrait appeler le nationalisme chrétien. Je pense qu'on en discutera un peu plus tard. Pour moi, Charlie Kirk était un acteur social de l'extrême droite qui remuait le couteau dans la plaie de la polarisation. Cependant, je suis tout à fait conscient que j'accuse souvent la droite de ce phénomène sans même reconnaître ma part de responsabilité là-dedans. All right. Pascal. Je me suis beaucoup plus intéressé au personnage depuis son assassinat. Au moment d'enregistrer, ça fait un peu plus de 3 semaines. Et je dois dire que plus je l'écoute, plus je lui suis sympathique. Je le trouve intéressant, brillant. Je pense qu'il défend des idées avec lesquelles je serais plutôt en accord. Surtout heureux de découvrir, je pense, un frère, quelqu'un qui était vraiment attaché au Christ, à l'Évangile. Bien sûr qu'il amalgamait beaucoup plus que je le fais dans mon propre discours avec des préoccupations politiques américaines. Mais je pense qu'il prêchait assez bien l'Évangile
quand il s'occupait de présenter les choses qui appartiennent au royaume. Je pense aussi qu'il capitalisait un petit peu sur ce contexte de polarisation. Alors, je me considère comme un chrétien évangélique, québécois de souche, plutôt conservateur, sympathique à Charlie Kirk. Et Parfait. puis, voilà. Merci. Jean-Christophe. Ouais, je suis pas trop loin, je pense, de Pascal. Là. Moi aussi, je savais qu'il existait avant son assassinat. Bon, je me suis intéressé un petit peu plus, sachant qu'on allait me poser des questions sur lui. J'ai fait mes recherches, mais bon, hein, il y a quand même un corpus quand même assez impressionnant là, de vidéos et tout. Là, donc, c'est ça le danger avec Charlie Kirk. Là, comme t'es-tu d'accord avec tout ce qu'il a dit? Ben écoute, j'ai pas écouté 15 000 heures de vidéos. Là, je sais pas, là, il a sûrement dit des conneries. Je le trouvais quand même plus discipliné que j'aurais su l'être. Je pense que si on m'avait écouté pendant 1000 heures, on aurait trouvé des choses plus épicées que ce que Kirk a sorti. Pour moi, je pense que c'est vraiment oui, je suis d'accord, un frère quand même qui affirme le Christ, qui affirme l'Évangile assez clairement, en même temps qui est le fruit de son époque, de son milieu politique. C'est dur de sortir pleinement de son époque. Puis je pense que si tu creuses un peu Luther, il y a des choses excellentes et magistrales, puis il y a des choses comme par exemple sur l'antisémitisme de son époque qui ressortent, puis c'est ça a mal vieilli. Honteux. Ça a mal vieilli. Je sais pas, j'ai du mal à croire que c'était à la mode, mais ça l'était. Là. Donc, pour moi, Kirk, comme nous, je crois, quand on va nous écouter, peut-être qu'il y a un chercheur universitaire qui va dénicher ce podcast-là dans 300 ans. On a des positions qui sont situées historiquement. Donc, historiquement, par rapport à la politique américaine, la polarisation, une articulation étrange quand même du religieux puis du politique qui est propre aux États-Unis. Puis aussi le fruit de son époque par rapport aux médias sociaux, la valorisation du clash, de la confrontation. C'est pourquoi j'ai du mal à le blâmer pleinement du système dans lequel il est. Voilà. Puis politiquement, je suis, oui, moi aussi plus conservateur. Je dirais, je déteste, on en parlait avant l'émission, là, mais je trouve que écraser toute la politique en une dimension gauche-droite, c'est ridicule. Là. C'est comme si on écrasait la cuisine ou l'art, c'était-tu à gauche ou à droite en termes culinaires. C'est absurde. Là, donc... mais comment je décrirais, c'est que moi, je crois que la société est composée en grande partie du marché, de l'État, puis de la société civile, donc des institutions comme la famille, comme la communauté locale. Moi, je suis un maximaliste de la société civile. Je crois que c'est l'institution, c'est le corps primaire de la société. Il y a une place pour l'État, mais plus comme jardinier pour s'assurer qu'il y a une société civile vivante. Puis je crois dans le marché, je crois qu'il y a des bienfaits à des échanges libres, mais le marché doit être orienté par les autorités civiles vers le bien commun. All right. Fait que je vais t'arrêter ici pour le petit tour de table. Pour ma part, moi, je suis généralement à gauche. Comme Jean-Christophe, je pense que l'étiquette, des fois, il est lourd parce qu'il essaie de tout... C'est comme une tribu. Puis tu appartiens à une tribu, puis ça te donne une série de croyances. Puis j'adhère pas à la gauche. Si vous m'écoutiez parler d'environnement, vous direz « Ah, il est à gauche », mais si tu m'écouterais parler de syndicat, tu dirais « Ah, il n'est pas à gauche ». Donc, je suis généralement à gauche. Je suis en général très contre le Parti républicain. Donc, moi, avant même d'avoir entendu une seule parole sortir de la bouche de Charlie Kirk, j'avais une opinion défavorable du personnage. Puis ça fait quand même un certain temps que je me suis habitué à l'idée qu'il y a des chrétiens dans l'espace public qui sont très différents de moi. Moi, je suis devenu chrétien à l'époque un petit peu avant le 11 septembre 2001. Puis après ça, il y a eu il y avait George Bush à cette époque-là avec avec une gang qui priait à la Maison-Blanche, puis ça m'offusquait parce qu'il allait en Irak pour toutes sortes de raisons que je trouvais fantoches, puis les armes de destruction massive, tout ça, puis j'étais révolté. Je le suis encore un petit peu face au Parti républicain. Fait que ça donne une idée de où je me situe, de où chacun de nous se situe par rapport au débat. Je vais commencer avec
un extrait de Charlie Kirk qui parlait de sa foi de façon assez éloquente. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'a... quelque chose que j'ai aperçu, ou que j'ai réalisé de Charlie Kirk, c'est quelqu'un qui était préparé. C'est quelqu'un qui fait ses devoirs en tabarouette. Puis quand il prend la parole sur un sujet, puis Dieu sait qu'il parle de 1 million de sujets, il a comme quelque chose à dire, puis il a réfléchi à ses affaires. Et il était capable de parler de sa foi de façon éloquente. Puis on a pris un extrait, on aurait pu en prendre plein d'autres. Des centaines. C'est une jeune femme d'université qui pose des questions à Charlie Kirk par rapport à honorer ses parents. On fait jouer l'extrait, c'est en anglais, puis après ça, on pourra le résumer brièvement. My mom's conservative and my dad's a liberal. And my mom is always kind of pushing me to bring politics into my life. And I was wondering, A, should I care? And if I should, why? And which parent should I lean more towards? Got it. I see you have a shirt here that says, whom shall I send? Here I am. By the way, the most important thing is to bring Jesus into your life. Let me just make sure I say that. Most important thing. So the scriptures are very clear about this. Christianity has a heavy emphasis on honoring your parents. Even if your parents share values and views and a worldview that you do not have, you are biblically obligated to honor them, which means to spend time with them and to love on them and to go visit them. Even if they are wearing a Black Lives Matter and in this home that we have no hate and trans lives, you still go and spend time with your parents. Because if you are incapable, in this case, of honoring your earthly father, you will never honor your heavenly father. And it's very clear. In the Ten Commandments, and then I'll get down to the specific advice. In the Ten Commandments, it is the only commandment, honor your mother and father so that you may live long in the land of which you are in. It is the only commandment that deals with a promise and your country. You will cease to have a strong country, America, if we do not have kids honoring their parents. Now to your personal advice, find out what you believe and why you believe it. All right. Fait qu'ici, Charlie Kirk qui parle d'honorer ses parents. Cette jeune femme-là est dans une famille où un parent est à gauche, l'autre parent est à droite, ou républicain, démocrate. Puis lui, il lui dit, il faut que tu honores tes parents, même s'ils portent des chandails Black Lives Matter, même s'ils sont très différents de toi. Puis il cite les 10 commandements. Puis dans l'extrait, on voit qu'il n'est pas en train de lire ses notes. Il cite les 10 commandements. Il mentionne à quel point le passage fait référence au pays. Si tu honores tes parents, tu vas être heureux dans le pays que Dieu t'a donné. Puis, il explique ça à la demoiselle. Puis, il le fait avec beaucoup d'aplomb. Puis, on voit qu'il le croit. Une des choses que j'aime dans ça, c'est que tu vois qu'il n'était pas justement à la solde juste d'une idéologie politique. Il y a quelque chose de plus fondamental que la politique, c'est la famille. Et comme je l'ai dit tantôt, j'ai pas suivi, je n'étais pas un groupie de Charlie Kirk, mais j'ai vu quand même quelques vidéos où il a fait un peu le médiateur entre il a emmené un garçon qui se présente avec son père, le garçon est conservateur, son père est libéral, sont en tension, puis Kirk n'est pas en train d'essayer de trancher leur argumentation politique, okay, mais de les réconcilier comme père et fils pour dire, écoutez, si vous laissez les idéologies des républicains et des démocrates vous diviser, vous êtes dans le champ. Ouais. Il y a quelque chose de plus fondamental, c'est la famille. Puis, tu vois, c'est une des choses qui me plaît du personnage. Je pense que c'est l'essence du pur conservatisme. Au-delà de l'idéologie politique, comment on l'articule, il y a avant la politique, il y a la culture. Avant la culture, il y a la religion et tout ça prend forme dans le noyau familial. Donc, si on est vraiment conservateur, c'est ça qu'on va défendre. Alors, c'est pas juste d'essayer de mettre la famille à la solde d'un parti. La question, moi, je pense qui était une source de division dans les commentaires que je voyais sur Facebook, puis moi, je l'ai senti comme ça, c'est quand on présente Charlie Kirk comme un martyr, c'est comme de supposer qu'il est mort pour sa foi. Puis quelque chose qui m'a fait dresser les oreilles puis qui m'a graffiné, c'est que les gens ils disent Charlie Kirk est mort en défendant la vérité. Mais il y a un amalgame entre le conservatisme à la sauce républicaine puis la vérité de l'Évangile. Puis des fois, je suis même pas sûr si Charlie Kirk lui-même faisait la différence clairement entre
les deux. J'ai l'impression que pour lui, c'est un tout. Ça, je ne sais pas. Je suis pas dans. Je suis pas dans. Où on peut pas faire de la psychanalyse. Mais quand les chrétiens ici, là, les Québécois, vont dire c'est un martyr, c'est quelqu'un qui est mort en défendant la vérité, je suis curieux de savoir comment vous le recevez, parce que de mon point de vue, puis Alejandro, est-ce que tu... Je partage quand même ton point de vue aussi, où pour moi, je peux utiliser le mot martyr, mais je dirais jamais un martyr de la vérité. C'était un martyr pour moi de la liberté d'expression. Pour moi, un martyr plus du débat, de l'espace public, mais non. C'était pas pour moi un martyr pour l'Évangile. Il n'a pas été tué pour ça. Okay. Non, pas spécifiquement. Je pense pas qu'il est... C'est qu'on est habitué avec nos martyrs chrétiens qui meurent parce qu'ils professent la seigneurie de Christ et qui refusent de fléchir le genou devant les idoles de Rome. Il y a quelque chose de connexe. On ne peut pas dire qu'il n'est absolument pas un martyr parce que le worldview, passez-moi l'expression, qu'il défend, procède de sa foi chrétienne. On peut être en désaccord avec l'aboutissement politique là où il arrive, mais il présentait non pas les idées comme étant des choses éparpillées, mais qui suivaient un ordre particulier en commençant par son allégeance au Christ. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'il défend, par exemple, le droit à la vie? Parmi les choses les plus polarisantes et les plus choquantes qu'il défendait, c'était son opposition à l'avortement, son opposition au transgenrisme, une certaine résistance à l'immigration de masse. Mais pourquoi vivait Charlie Kirk? Moi, mon point, c'est que quand je l'écoute parler, une des affaires les plus curieuses que j'ai entendues de sa bouche, c'est que selon lui, la Constitution des États-Unis est inspirée par Dieu. It's a God-inspired document. C'est quelqu'un qui... Puis ça ne me surprend pas d'un Américain. Ça ne me surprend pas dans l'Église évangélique américaine, cette espèce d'amalgame-là entre la foi et les valeurs conservatrices. Je le trouve omniprésent. N'étant pas moi-même conservateur, ça me choque constamment à quel point les gens... Puis Charlie Kirk aussi va dire, ben tu peux pas voter démocrate si t'es chrétien, ça se peut pas. Puis là, je suis comme, I beg to differ, tu sais, je suis désolé, moi, si j'étais aux États-Unis, je voterais... Si j'étais aux États-Unis, je fais encore pire. Tu voterais Parti socialiste, là. Non, mais... Bernie Sanders. Il voterait Bernie Sanders. Ben oui, j'étais dans les... Je serais un field de burn. Mais... Fait que moi, c'est ça qui me... Un Bernie bro. C'est ça que j'aimerais entendre de votre part. Est-ce que vous voyez cet amalgame-là? C'est le fruit de cette époque. Après ça, c'est comme on n'est pas... cette possibilité-là de découper parfaitement tes points de vue politiques, de tes points de vue théologiques, pour moi, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. C'est comme ta conception de la politique est nécessairement fondée sur ta conception du bien, du mal, du bien commun, des fins ultimes de l'individu puis de l'État. Fait que c'est comme de dire on découpe les deux, puis est-ce que la qu'il y aurait une position héroïque pour un point de vue auquel je suis pas d'accord? Faut admettre qu'il y a quelque chose d'héroïque là-dedans. Ouais. Je vais mettre les babines, que les bottines suivent les babines, puis je vais prendre un risque, puis il a payé pour ce risque-là. Pour moi, je pense que comme il faut apprendre à honorer un tel courage. OK. En fait, j'aimerais juste poser une question comme, pour toi, il est mort pourquoi? Mais c'est un peu absurde, parce que dans le sens que si on rattache ça au motif du tueur, c'est ça la cause proximale. Puis là, on ne sait pas. Le tueur, comme... Bon, après ça, c'est spéculatif. On pourrait faire un profilage FBI et puis on aurait des hypothèses. C'est ça. Mais dans les faits, c'est que lui était comme probablement conscient des points de vue qui défendait, qu'il mettait à risque. Fait que pour moi, c'est ça ce qui l'a tué. Fait que je pense qu'il est mort pour cette idée-là de la liberté d'expression. Est-ce qu'il est mort comme martyr parce qu'il témoignait du Christ? Ça devait jouer, en tout cas, ça devait faire partie du genre de choses qui irritaient ou qui le mettaient passible de menace. C'était peut-être pas la chose principale.
Mais C'est pas quelque chose qu'on peut séparer nécessairement de tu ses peux pas croyances séparer. politiques. Là. C'est que si tu reçois 50 menaces de mort par semaine, tu sais, ben c'est comme... Il y en a peut-être, c'était parce qu'il y avait des positions chrétiennes sur certaines choses. Il y en a, c'était peut-être parce qu'il aimait Trump ou parce qu'il y avait des positions politiques sur quelque chose. Le fait est que comme, ben, si tu as une boîte de courriel pleine de menaces de mort puis tu continues à aller t'exposer à la mort, à quelque part, tu es mort pour l'ensemble de ces menaces-là. Tu n'es pas mort pour ce qui se passait dans la tête de celui qui était à 200 pieds puis qui a tiré une balle. Pour moi, il représentait un mouvement, il représentait un courant. Ce que j'entends dans la question que tu as posée, Richard, c'est un peu l'amalgame que les chrétiens évangéliques américains font entre le conservatisme politique, leur constitution, l'Évangile et tout ça. Puis c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle un peu aujourd'hui le nationalisme chrétien. Il y a des critiques à poser, mais je pense que Charlie Kirk, étonnamment, était un critique du Parti républicain. C'est quoi le Parti républicain exactement? C'est pas quelque chose d'uniforme. Une chatte ne retrouve pas ses petits là-dedans. Il y a des idées entre les néoconservateurs, l'aile trumpiste, les libertariens. C'est un peu tout mélangé. Il y avait des idées politiques claires qui s'alignaient avec certains éléments qui sont plus forts dans le Parti républicain, mais il était un adversaire farouche des néoconservateurs, des interventions, par exemple, de la guerre en Irak, de la guerre en Afghanistan. Il était extrêmement opposé à ces choses-là. Je pense que vous seriez bien entendu sur certains points. Donc, on peut pas juste... Parfois, on a comme certains évangéliques typiques de droite américaine, puis on pense qu'ils représentent l'ensemble. Mais tu sais, si tu prends même parmi les évangéliques qu'on écoute aujourd'hui, un gars comme, je sais pas, Mark Dever, Al Mohler, John MacArthur qui est décédé cet été, notre frère Voddie Baucham qui est mort la semaine dernière, qui sont tous sur le même panel. Ils ont des idéologies politiques qui ne sont pas complètement uniformisées. Même s'ils se rejoignent sur les valeurs politiques chrétiennes ou qui procèdent de la foi chrétienne, de défendre la famille, de s'opposer à l'avortement, de promouvoir une vision traditionnelle de la famille. Leur vision économique, les politiques qu'ils ont par rapport à l'écologie, les politiques face à l'immigration, ils sont pas forcément... uniforme sur ça parce que la Bible ne nous donne pas une carte politique ou un agenda politique spécifique. Mais c'est important, je pense, que les chrétiens développent à partir des Écritures une vision politique de la société. Et c'est ce que Kirk avait de façon très cohérente, très articulée, et il pouvait devenir très persuasif, et c'est ce qui faisait qu'il représentait une menace pour ceux qui étaient généralement du camp adverse. Mais moi, quand tu me parles d'une pluralité de position à l'intérieur du Parti républicain, c'est vrai que du point de vue de la gauche, c'est tous des Trumpistes. C'est souvent réducteur. Moi, je plaide coupable. Je suis comme, ah oui, c'est vrai, comme au Parti québécois, par exemple. Au Parti québécois, c'est plus proche de nous, on le sait. Il y a les grands-mères, il y a la nouvelle garde, il y a la gang un peu plus identitaire, ainsi de suite. Mais moi, c'est... Souvenez-vous qu'en 2016... c'est le bloc qui a résisté le plus longtemps à Trump, c'est le bloc évangélique. C'était Ted Cruz puis Marco Rubio qui étaient favoris des évangéliques. Trump était vraiment pas le préféré des évangéliques. C'est une fois que tu as forcé dans un système à deux choix, entre Trump et Clinton, que les évangéliques ont voté pour Trump. C'était loin d'être le candidat favori. Mais... je sens pas que j'ai eu... Peut-être vous pensez... Peut-être vous l'avez donné, je ne vous accuse pas, là, mais je sens pas que j'ai eu une réponse à la question des amalgames. Est-ce que ça vous chicote? Le port d'armes est un God-given right. T'es pas sûr. OK, mais est-ce que... allons-y pièce par pièce. Ouais. Est-ce que la liberté d'expression, est-ce que le droit à la vie, est-ce que le droit d'autodéfense sont des droits naturels qui nous viennent du Créateur? Je pense pas que Kirk et les conservateurs classiques, quand ils disent que la Constitution américaine est d'inspiration divine ou chrétienne, qui veut dire par là qu'elle est inspirée comme les mots de la Bible le sont. Ouais, ce qui veut dire par là, c'est que les idées fondamentales viennent ultimement de la révélation biblique.
que les droits sont pas donnés par le gouvernement, sont donnés par Dieu. Et le rôle du gouvernement, c'est de reconnaître et de protéger ces droits-là. Et dans ces droits-là, assez rapidement, il y a le droit d'autodéfense. Je suis d'accord avec ça. Okay. Moi, je sais qu'on n'a pas une culture ici au Québec de porter les armes, et puis il y a toute une idée un peu de former une milice et tout ça, mais j'aime l'idée que chez nous, là, dans ma maison, j'ai le rôle de protéger les miens. Et puis, si ça implique que je dois utiliser des armes à feu, si jamais il y a une intrusion dans mon domicile, pour préserver la vie de ma femme et de mes enfants, Dieu me donne ce droit. Il dit pas, regarde ta femme se faire violer ou se faire tuer. Mm-hmm. Et je suis content qu'il y ait un gouvernement sur la terre qui reconnaît ce droit-là et qui l'écrit dans une loi et qui le défend dans son Parlement. OK. J'apprécie la réponse. Ouais. Je pense qu'on va avancer. Quand on a parlé de ce sujet, les deux, vous trouviez qu'il fallait parler un petit peu des médias québécois. Mm-hmm. Radio-Canada, Le Devoir, La Presse, ainsi de suite, disaient... Est-ce qu'on peut écouter l'extrait que je t'avais demandé de Mathieu Bock-Côté? Parce que je pense que ça fait une bonne entrée en matière. Très bonne idée. On écoute le conservateur favori de beaucoup de Québécois de gauche. Saint-Mathieu. Celui qu'on aime détester. Quand on est à gauche, je passe ça. Moi, ce qui me frappe depuis cet événement tragique, depuis cet assassinat, c'est non seulement la réaction moralement déshonorante d'une bonne partie de la gauche et de l'extrême centre, ou du centre tout simplement, qui disent à demi-mot que Kirk, certes, n'aurait pas dû être assassiné, mais qu'il a quand même un peu cherché, pour ne pas dire qu'il a bien cherché, et de toute façon, sa mort n'est pas que mauvaise, même si la méthode est désagréable. Ce gars-là a déjà dit que pour lui, c'était tout à fait normal et non évitable que quelqu'un meure, ne serait-ce que pour protéger le droit au port d'armes. Lui-même, là, ça le dérange pas que quelqu'un meure. Là, c'est lui qui est mort. C'est une personne qui a eu quelque chose d'horrible qui est arrivé à lui. Oui. Mais ça ne change pas qui il est. Oui. Il est arrivé une chose horrible à quelqu'un qui était horrible. Oui. Ce qui me frappe, c'est surtout le mensonge qui entoure à la fois le personnage et ensuite le mensonge qui entoure l'explication des événements. Disons ça comme ça. Le mensonge comme technique de manipulation. Je parle du mensonge qui relève comme technique de propagande pour être capable d'enrober une réalité d'un double mensonger qui fait qu'on n'a plus accès à cette réalité. Alors, la méthode est la suivante. On le sait, Kirk, vous l'avez dit, on le traite d'extrême droite. Extrême droite. D'extrême droite. D'extrême droite. De nazi. Mini-nazi. De fascisme. Facho d'extrême droite. On n'en a pas échappé une, et pourquoi? Parce qu'au cœur de la diabolisation, qui est au cœur de l'histoire on pourrait dire du siècle soviétique et de ce qui a suivi, au cœur de la diabolisation, il y a cette idée qu'on ne doit pas concéder la moindre parcelle d'humanité à l'ennemi. Rien en lui ne doit laisser transparaître la trace de l'humanité. Charlie Kirk faisait partie de ces gens qui, entre autres, tentent de réhabiliter Hitler. Ce qui est embêtant avec Kirk d'ailleurs, c'est qu'il y a plusieurs photos, des images, on le voit avec sa femme, avec ses enfants, ce qui laisse croire qu'on était peut-être devant un humain. Ce qui trouble une bonne partie de ceux qui disent, certes, il n'aurait pas dû mourir devant ses enfants. Ensuite, il faut, et là c'est ce que j'appelle les méthodes du mensonge et de la diabolisation, de quelle manière on réussit à faire en sorte qu'un homme n'existe plus qu'à travers une image négative. La première méthode, ça consiste à l'accabler d'injures en toutes circonstances. Donc, dès que vous parlez d'un homme, vous commencez en disant, dans le cas de Kirk, l'influenceur d'extrême droite, xénophobe, Charlie Kirk, et là, vous commencez. L'assassinat d'un célèbre influenceur d'extrême droite, un des plus influents militants de droite et d'extrême droite aux États-Unis. Un influenceur d'extrême droite, Charlie Kirk. Donc, l'étiquetage inaugural est là pour nous dire « Attention, chien méchant ». Deuxième étape dans la diabolisation et la fabrique du mensonge, il y a les propos décontextualisés qui servent à faire dire à un homme le contraire de ce qu'il a dit. Dans le cas de Charlie Kirk, je donne quelques exemples. J'ai arrêté l'extrait ici parce qu'il y en avait une litanie. Le meilleur est à venir. La vraie question, c'est est-ce que Mathieu Bock-Côté est le Charlie Kirk québécois? Un peu. Je suis quand même d'accord avec Mathieu Bock-Côté.
Même si on partage pas les mêmes visions politiques, idéologiques, je suis d'accord que oui, il y a eu une démonisation du personnage, et parce qu'il était l'autre, the other, celui de droite, celui d'extrême droite, le néo-fasciste, peu importe, le méchant chien, the worst dog. C'est vrai qu'il y a eu une démonisation politique, puis je suis d'accord que c'est ce qui amplifie le débat, la polarisation. C'est ce qui fait en sorte que c'est déjà... c'est qu'on... Je dirais même qu'on continue dans la violence peut-être plus physique, mais symbolique. On continue cette acharnation à blâmer l'autre, la droite. Bon, c'est facile. Puis, je suis d'accord, les médias de droite ou de centre ont vraiment pris... se sont acharnés dessus facilement. Oui, tu veux dire les médias de gauche et de centre? Oui. Okay. Il n'y a pas beaucoup de médias de droite. Il y a des médias de droite au Québec. Fait que... Ce sujet-là. Mais pourquoi on serait sa défensive là-dessus? Pour moi, je crois que Mathieu Bock-Côté résume très bien la problématique. Et là, moi, j'aimerais ça vous entendre prendre des positions plus franches de gauche là-dessus. Je veux dire, puis pour moi, c'est ça aussi qui m'a choqué avec Charlie Kirk, davantage qu'il se soit fait tuer, bien que ce soit choquant. C'est le traitement médiatique de médias, rappelons-le, qui sont payés par nos impôts. Donc, on saisit le fruit de mon travail pour le redistribuer à des médias d'État qui, après ça, définissent, on se croirait, je veux dire, quand tu vas à Cuba et tu lis Granma, là, c'est à peu près la même chose. Tu as des ennemis du régime, tu as des gens qu'on vous dit très clairement, bon, les petits-enfants, on va vous expliquer, là, ça c'est une mauvaise personne, vous ne devez pas aimer cette mauvaise personne-là. Et moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est un média de Québécois qui faisait la liste des propos controversés de Charlie Kirk. T'es comme 80% des choses, c'est vraiment ce que... En fait, c'est les positions chrétiennes. Ouais, c'est ce qu'on prêche le dimanche, là. Et moi, j'aime bien Laurence Godin-Tremblay du magazine. Non, mais Laurence Godin... débattons là-dessus, mais je veux dire, Laurence Godin-Tremblay, qui est du média catholique Le Verbe, a écrit un petit papier là-dessus. Elle dit, moi, je partage les opinions de Charlie Kirk. Est-ce que vous souhaitez ma mort? T'sais? Puis je pense que pour beaucoup de chrétiens, pour vrai, dans le concret, moi, c'est ça que j'ai entendu comme feedback, c'est des gens qui sont ramassés à leur milieu de travail le lendemain de la mort, de monde qui ont, je sais pas, écouté RDI puis TVA, puis qui disaient hey, Charlie Kirk qui est pro-vie, bien fait pour lui. Puis là, c'est ce monde-là se disent, tabarouette, mes collègues... Et c'est pas juste sur dans la société séculière. Moi, le mercredi soir, c'est arrivé un mercredi, son assassinat. J'ai demandé, compris pour sa famille, compris pour les États-Unis, qui étaient divisés. Et puis là, il y a quelqu'un qui est intervenu en disant, dis-lui, il était pour les armes, puis ça, il faisait rien contre du monde. Et donc, dans l'Église, le narratif, Charlie Kirk était un personnage dangereux, un ami des nazis, un fasciste, ainsi de suite. Rentre aussi, alors, je dis pas que notre rôle, c'est de prêcher Jésus-Christ crucifié, c'est pas de prêcher Kirk assassiné, puis de rétablir sa réputation. Mais là où ça me choque, c'est que l'Écriture nous met vraiment en garde de ne pas chercher à être amis du monde, de ne pas chercher à plaire au monde. Et je me demande là, pour vous, mes frères, là, qui vous dites de gauche, comment vous sentez par rapport à justement ces médias, quand vous entendez Guillaume Lepage qui dit c'est quelque chose d'horrible qui est arrivé à une personne horrible, c'était un raciste. Pourquoi est-ce que c'était un raciste? Puis là, où Bock-Côté s'en allait, il s'en allait démontrer quel procédé on utilise pour déformer les propos, les mettre hors contexte, prendre une petite partie, et tout le traitement, finalement, de le faire passer pour une espèce d'extrémiste, alors qu'en réalité, il était plutôt modéré. Il y a eu certainement parfois des commentaires un peu incendiaires, mais de façon générale, c'était plutôt... je dirais quelqu'un de modéré, d'ouvert au dialogue. Est-ce que il n'y a pas quelque chose en vous qui est choqué de dire
on ment délibérément sur ce que la personne dit, on déforme son propos, on nous met tous aussi dans le même bateau. Ah, c'est ça le christianisme, c'est ça, pas les évangéliques, les évangélistes. Et puis... Parce qu'on n'est même pas foutu de faire la recherche primaire pour trouver le bon terme pour référer à ces personnes-là. Et c'est les médias de référence. Alors, tu sais, je dis pas que... Ce que je trouve, c'est qu'on est un petit peu là, on essaie des fois les évangéliques là, de se faire ami du monde, puis non, vous allez nous aimer, puis nous aussi on est de la bien-pensance, puis nous aussi on veut se faire aimer en adoptant leur système de valeurs, mais ils nous crachent à la face. Puis ils prennent des gens honorables, puis ils tournent leur réputation en pourriture, ils nous font passer pour de la vermine. Alors, et quand je vois les chrétiens qui disent « Ouais, ils ont raison », moi, ça me choque. Ouais. Ça me choque, je suis triste de cela. Prenons juste ce que le principal intéressé défendait. Le mariage entre l'homme et la femme, de ne pas mettre de l'avant la carrière devant les enfants, de ne pas tuer nos enfants avant qu'ils soient nés, de ne pas changer la nature en disant que un homme ou une femme peut inverser, que si tu as une dysphorie du genre, c'est un problème qui existe, mais la solution, c'est pas d'essayer d'altérer la nature que Dieu a créée. Est-ce que ça, c'est de droite ou ça, c'est chrétien et ça fait partie de ce qui est la révélation biblique? Alors, aujourd'hui, si vous dites que ça, c'est normatif et ça vient de Dieu, ben vous êtes de droite. Radio-Canada vous aime plus. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des idées de gauche, que ce soit l'environnementalisme ou de l'idée de défendre un peu une conscience sociale, une équité, une préoccupation pour les pauvres, ainsi de suite, qui sont des idées chrétiennes également, qui généralement plus incarnées à gauche. Mais il y a quelques années, un grand penseur conservateur, moi j'aime bien William Buckley, il y avait son émission à PBS où il y avait ces débats-là. PBS qui est le Radio-Canada américain. Le Radio-Canada américain qui est hyper campé à gauche, qui est aujourd'hui qui est hyper campé à gauche. Dans les médias de référence, il y a à peine 30-40 ans, tu avais ces débats-là. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a eu une transformation des médias qui ont le culot encore de s'appeler médias de référence, mais qui ont eu une transformation où c'est comme on parle à notre monde, puis on parle à notre bulle, puis on renchérit les gens dans cette bulle-là. On a Mathieu Bock-Côté, oui, des fois il est à Québécois, LCN et tout, mais qui sont les penseurs conservateurs dans la presse, dans le devoir, difficile à du côté économique, on en voit plus. Du côté social, c'est pas du côté vraiment social. C'est vraiment absent. Puis souvent, les chrétiens sont pas tant à droite du côté économique. C'est comme les chrétiens sont pas nécessairement alignés avec les libertariens. Moi, comment je perçois cette situation-là, par rapport aux médias, quelque chose qui est apparu pour moi plus clairement. Avant, on parlait de la clique, en fait, la clique du plateau. Encore, on est juste à côté. Là. On parle des... c'est ça, moi, c'est ma gang, la clique du plateau. On parle des gens qui aiment faire du vélo, qui sont pro-environnement, puis tout ça, puis je suis comme, let's go. Fait que je me reconnais dans ces gens-là, mais dans les dernières années, le mouvement woke, qui est une manifestation du féminisme, on peut faire ça, c'est peut-être un raccourci, mais... Ouais, c'est féministe, Black Lives Matter. En tout cas, là, vous avez dit que vous ne voulez pas aller... Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais t'as raison. Provoque-moi pas à aller dans le nerd. OK, mais ce que je veux dire, c'est que moi, au début, j'entendais parler des identités de genre. Ouais. Puis là, j'entends cette idée-là, je sais pas quand, là, ça fait 15 ans. Là. Le sexe, le genre... C'est une construction sociale. Puis ton attirance sexuelle, c'est 3 choses. Tu peux être un gars qui se sent comme une femme attirée par des femmes. Tu peux être un gars qui se sent comme... Là, moi, j'étais comme, OK, tu sais, au début, là, j'écoute ça, moi, j'ai une réceptivité à ces choses-là parce que je suis de gauche. Mais après un certain temps, je suis comme, non, tu sais quoi, je ne suis pas woke. La nouvelle gauche ne me correspond pas. Je trouve aujourd'hui que les idées woke sont vraiment présentes dans les médias. Radio-Canada, si tu sais, n'importe quel commentaire contre, mettons pour les trans, dès que tu te prononces pas en faveur d'accepter comment la personne se sent à l'intérieur, que ça devrait refléter qui elle est, puis tout ça,
t'es transphobe. Tu fais juste lever la question, tu lèves le petit doigt pour juste dire oui, mais transphobe. Tu sais, l'accusation vient très vite. Puis là, je suis comme aïe aïe. C'est droite ton point de vue, Richard. Pardon? Tu sens beaucoup de droite. Ben, c'est ça l'affaire. Est-ce que tu me délaisses, Richard? C'est ça, là. C'est la gauche qui m'a délaissé. C'est la gauche qui est partie dans Richard Martineau a dit, c'est ce que... Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'a pris ça pour réaliser que les médias étaient vraiment dans la bien-pensance. Je le sentais déjà, mais il y a 15 ans, 20 ans, je me reconnaissais plus quand j'écoutais Radio-Canada. Tandis qu'aujourd'hui, je trouve vraiment que les idées féministes pullulent. Puis là, je suis comme, oh my gosh, revenez-en du wokisme puis de l'identité de genre. Puis tout ça, comme la première identité de quelqu'un n'est pas nécessairement comment elle se sent par rapport à son attirance sexuelle puis de quel genre je suis. Je pense que le lien que je veux faire avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est que moi, personnellement, quand j'écoute, admettons, des personnes comme Charlie Kirk, je suis une personne de gauche, je pourrais même, peut-être parce que je suis dans la vingtaine, puis c'est facile de dire que t'es woke quand t'es dans la vingtaine, je le trouvais pas un monstre. Je trouvais qu'il y avait des idées. Je trouvais qu'il tenait fort ses idées. Je n'étais pas d'accord. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'idées ou de commentaires racistes, antisémites, misogynes, très souvent. Par contre, je pourrais pas le décrire comme un monstre qui voulait empiéter sur les droits des femmes et avoir un impérialisme blanc des États-Unis sur tout le continent. Oui, il y a eu une démonisation. Je crois que c'est un effet de polarisation plutôt qu'un effet du progressisme sans LS. Puis pour moi, c'est une tristesse de voir qu'on est rendu aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça, mais qu'on tue quelqu'un à cause de ces effets-là. Parmi les questions que je me pose, puis on pourrait aller vraiment là-dedans, vraiment longtemps là-dedans, c'est quel est l'effet de l'algorithme sur la mort de Charlie Kirk? À quel point il y a eu un impact des réseaux sociaux, des Reels, combien je serais vraiment curieux de regarder. Des médias établis ou même des médias établis. Je veux dire, quand tu appelles quelqu'un de fasciste, puis là, tu entends souvent ce discours-là, mettons avec Antifa, cette idée-là de dire il y a un paradoxe dans le libéralisme, si tu laisses les fascistes, le droit à la liberté d'expression, tu participes. C'est pas tout le monde qui a droit à la liberté d'expression. C'est sûr, si tu cries que quelqu'un est fasciste, après ça, quand il se fait tirer, il y a une certaine forme d'incitation là, quand même. Là. Pour moi, le problème, c'est ça. Quand Manon sur Facebook dit que Charlie Kirk c'est un fasciste ou que je ne sais pas moi Justin Trudeau c'est un communiste, ça vaut ce que ça vaut, t'sais. Quand c'est les médias d'État qui sont supposés jouer un rôle modérateur de référence qui embarquent là-dedans, d'appeler quelqu'un d'extrême droite, pour moi, c'est une accusation grave. TVA qui traite le monde d'extrême droite. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que l'épithète extrême me semble tomber beaucoup plus souvent pour ce qui m'apparaît une droite normale. La droite... puis on parle rarement de l'extrême gauche. Quand c'est Black Lives Matter qui incendie le pays au complet, c'est une forme de... C'est des mostly peaceful protests. Oui, mais c'est vrai. Mais là, le pays au complet, on est dans la... Moi, ça me paraît de l'extrémisme. Puis Black Lives Matter qui fait ça. Est-ce qu'il y a eu... Non, pour notre saint martyr Charlie Kirk, est-ce qu'il y a eu des manifestations, des émeutes? Est-ce qu'on a brisé... C'est quoi la valeur des réclamations d'assurance suite à l'assassinat de Charlie Kirk versus... George Floyd. Ça, c'est quantifiable. C'est quantifiable. Puis jamais on va parler de ces émeutes-là comme de l'extrême gauche. Fait que c'est... Là, on revient avec la polarisation, mais moi, je pense que les médias... je suis prêt à le concéder. Je suis prêt à le concéder quand je regarde... Si Charlie Kirk, c'est de l'extrême droite... Ce que ce n'est pas, là. Moi, tant qu'à ça, il faudrait dire que Catherine Dorion et Québec solidaire, c'est de l'extrême gauche. Ce que ce n'est pas, non. Elle est plus d'extrême gauche parce qu'elle a été parlementaire, puis là, elle en ressort, puis elle dit les institutions démocratiques, c'est de la chenoute. Mais ce que je veux dire, c'est que... Je dirais pas qu'elle est d'extrême gauche, non, mais ce que je veux dire, c'est que si Charlie Kirk, c'est de l'extrême droite,
son équivalent à gauche, c'est des gens, les militants de Québec solidaire. Pour moi, puis ce que j'essayais de voir là-dedans, puis ce que je trouve qui est difficile là où c'est dur de mettre le doigt sur qu'est-ce qui est de l'extrême, c'est souvent l'association avec la violence. Exactement. Puis ça, ici, dans le texte de Cardinal, il y a de la misère à aller jusque-là, parce que j'ai l'impression qu'on est dans une société qui est plus mesurée qu'avant, où les gens, il y a comme plus de relations publiques. Charlie Kirk, moi, je le regardais aller, je suis comme ça, c'est quelqu'un qui gère son image, puis qui connaît où est la ligne. Moi, j'ai de la misère à C'est quoi la ligne entre la définir. droite et l'extrême droite? Pour moi, c'est la violence. Ah, oui. Pour moi, c'est la violence. On est d'accord là-dessus. C'est juste que, regarde, je vais te dire quelque chose incendiaire. Donc, Trump n'est pas d'extrême droite. Bon, mais je m'en allais là. Je m'en allais exactement là. Moi, je pense que Trump, en 1800, il aurait déjà pendu Hillary Clinton, Nancy Pelosi. Je pense que ces gens-là seraient déjà à la potence. Pour moi, c'est une évidence évidente. Qui c'est qui a envoyé en prison? Là? Il a déjà été là 4 ans. Là. Qui c'est de ses anciens adversaires a envoyé en prison? Ben là, il est en train... Écoute, il est en train de faire le procès de Comey. Le FBI, il a mis son bulldog au FBI. L'ancien directeur des FBI. Ça, je suis tout à fait d'accord là-dessus avec toi, là, dans le sens... Ça, c'est un signe préoccupant par rapport à la démocratie américaine. Mais toujours est-il que, tu sais, on a beau Pour crier l'instant, que... les institutions sont respectées. En ce moment. Les institutions. Écoute, c'est un autre podcast. Moi, je trouve pas que les institutions sont respectées. Ils gouvernent avec des executive orders depuis qu'il est rentré au mois de janvier. Avec des ordres exécutifs. Puis là, encore une fois, c'est notre belle sélectivité médiatique. Je veux dire, quand Obama envoie un drone assassiner un citoyen américain puis son enfant au Yémen sans procès, il n'y a rien là-dessus. T'sais? C'est comme l'augmentation, l'extension du pouvoir de l'exécutif aux États-Unis. C'est un phénomène qui est en croissance d'une présidence à l'autre. Il y a beaucoup de gens, tant à droite qu'à gauche, qui disent « faisons attention » parce que quand on remet autant de pouvoir dans l'exécutif, c'est comme ces armes-là vont être employées par ton adversaire à un moment donné. Est-ce que c'est ça que tu veux? Moi, ce qui m'énerve, c'est plus quand c'est quelqu'un de droite qui utilise ces choses-là, ah ben là, nos médias crient à l'extrémisme. Quand c'est quelqu'un de gauche qui utilise les mêmes outils pour faire le même genre de choses, ah ben là, tout d'un coup, on n'entend que rien. Mais ça moi, j'aime beaucoup Noam Chomsky. Ouais. Comme penseur de gauche, je m'identifie à Noam Chomsky. Lui, il disait... Les démocrates et les républicains, c'est deux partis qui courent après l'argent. C'est deux partis capitalistes qui se chicanent sur des questions sociales, mais ultimement, la lecture qu'il faut faire, c'est que c'est Wall Street, puis c'est l'argent qui roule, qui fait rouler les États-Unis. C'est très populiste comme point de vue quand même, ça. Je sais pas. Tu vois, ce qui est vraiment intéressant en ce moment, puis c'est ça le phénomène, on ne l'entend pas de nos médias, mais c'est ça le phénomène politique intéressant en ce moment, c'est qu'il y a une partie de la gauche d'il y a 15 ans et une partie de la droite d'il y a 15 ans qui se rejoint là-dessus par rapport à ça. Et le populisme, c'est un petit peu ça, puis c'est normal, dans le sens, quand le peuple est conscient que ses élites n'ont plus les mêmes intérêts que lui, puis que les intérêts des élites et les intérêts du peuple divergent, et que finalement, ils se sentent aliénés par rapport au pouvoir, ben, c'est ça le populisme. Puis pour moi, mon analyse de Trump là-dessus, tu vois, c'est ce qui me frappe. Pour moi, Trump n'est pas un chrétien. Bon, je dis, ça serait un excellent sitcom si c'était une série inventée. Le problème, c'est que c'est la réalité. Mais tu vois... On n'y croirait pas. On n'y croirait pas si on mettrait ça à la télé. En plus, si on mettait ça à la c'est télé. ça qui est embêtant. On revient tout le temps aux fascistes puis à Hitler, mais c'est comme... Mais non, la période analogue, c'est la fin de la République romaine. C'est vraiment ça. C'est vraiment un personnage de la fin de la République romaine. Puis Trump, c'est quelqu'un de l'élite, là, je veux dire. Il vient de Manhattan, Queens. On le connaissait bien avant qu'il soit président. C'est quelqu'un qui est grandi dans la richesse, que c'est quand même c'est assez quétaine, là, ses appartements dorés, tout le kit. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais été accepté par l'élite new-yorkaise. Puis c'est quelqu'un de l'élite, mais qui cherche, pour la première fois, qui ne cherche pas à être honoré ou admiré de l'élite, c'est qu'il cherche l'admiration des classes populaires. Puis je pense que c'est vraiment ça qui a fait son succès.
Et je suis pas en train de dire qu'il aurait dû avoir ce succès-là. Je pense que ce succès-là est un symptôme du sentiment d'aliénation d'un peuple qui se reconnaît plus dans ses institutions. Que les préoccupations principales des institutions semblent être qui fait pipi dans quelle pièce, alors que tu as des dizaines de milliers de personnes qui meurent du fentanyl puis qui habitent dans des tentes puis qu'il y a une augmentation de la violence dans leur quartier. Et ça, c'est tant à gauche qu'à droite. C'est drôle ce que tu dis parce que c'est vraiment des choses que je retrouve dans la gauche Ben populaire. oui! Tu sais, le mistrust envers les institutions, les systèmes sociaux. Pas tous, là, mais on parle d'éducation, on parle, mettons, de système de santé qui va essayer qui va préférer, admettons, les systèmes privés, qui va pas aller nécessairement être pour le bien commun. C'est des idées que moi, je partage beaucoup, puis que, pour des idées différentes, peut-être que moi, je vais blâmer beaucoup the white heterosexual men, mais qui ont quand même bâti ces institutions là. Ouais, c'est vrai. Ou qui ont eu des terres et des esclaves, on pourrait dénier aussi sur ça. Il y avait beaucoup d'esclaves cultivateurs de patates dans les basses Laurentides au 19e siècle. Mais oui, je suis d'accord qu'il y a un gros... Même au Québec aussi, où est-ce qu'on se retrouve plus avec nos institutions, où est-ce qu'on se dit, ça marche plus, ce système-là ne fonctionne plus, l'éducation ne fonctionne plus. Même avant les questions sur est-ce que telle personne queer peut lire des livres à des enfants, même avant ça, il y avait les professeurs en burn-out. Professeur en burn-out, c'est déjà, tu sais, ou même le système de santé, les infirmières. Ou les enfants qui savent plus écrire, tu sais. Ouais, exactement. Ou le temps que les parents passent avec leurs enfants. Donc, tout ça, c'est intéressant parce que, dans le fond, quand on arrive du champ droite ou du champ gauche, on revient à des constats similaires, communs. On a parfois l'impression qu'on est en flagrant désaccord, mais je pense que quand on ouvre le dialogue, on se dit non, mais moi aussi je pense ça. Et puis, pour revenir à notre point de départ avec Charlie Kirk, je pense que c'était un peu ça sa force, c'était qu'il cassait un peu justement cette espèce d'image, si t'es à droite, tu penses comme ça, si t'es à gauche, tu penses comme ça, puis il mettait de l'avant certaines idées où finalement c'est des idées de gros bon sens, que ça n'a pas rapport avec gauche-droite, puis que tout le monde devrait penser. De dire quelqu'un de droite. Tantôt, Pascal, tu parlais de la gauche, tu sais, puis du rapport avec Charlie Kirk. Les choses qu'on n'a pas dites encore, qui sont assez évidentes quand on est de gauche, pour moi, c'est que Charlie Kirk, je trouve qu'il naviguait, je le disais tantôt, là, il naviguait sur les lignes, des choses à dire et ne pas dire. Tu parlais d'une liste de TVA qui disait les pires déclarations de Charlie Kirk. Moi, j'avais vu une liste du Guardian aussi. Puis, c'est très dur, à partir de ces déclarations-là, de dire Charlie Kirk, c'est un gros raciste sale. Ben non. Mais un gros raciste sale qui se fait coacher par une firme de relations publiques sonnerait vraiment, vraiment proche de... Laisse-moi terminer. Okay. Il sonnerait vraiment, vraiment proche de Charlie Kirk. Même chose avec les propos sur les trans, puis sa violence envers les démocrates et les woke. Je pense que c'est ce qui me fait le plus... que j'ai trouvé le plus perturbant. Son rapport avec les démocrates, c'est l'extrait audio que j'ai, que vous avez déjà entendu, que je vais faire jouer dans pas long, parce que là, l'heure avance. Toute la lecture de la gauche face à Charlie Kirk, c'est beaucoup qui se positionnent dans les enjeux immigration, les enjeux d'identité de genre, wokisme, féminisme, Black Lives Matter. Il va sur les campus, puis il débat avec des gens. Ouais. Mais sur les gens amènent les questions. Oui, mais lui, il fait le montage. Puis il choisit parfois peut-être la personne la plus vulnérable ou la moins équipée pour débattre avec lui. D'après moi, il y a beaucoup de choses dans les choses qui ne se sont pas rendues sur le Charlie Kirk Show avec des gens plus compétents ou mieux équipés pour débattre. Charlie Kirk est dans sa petite tente avec ses questions préparées. Il a fait tous ses devoirs. Puis là, il met un micro... Puis la barrière avec la gang, avec leur casquette MAGA, est à 1 mètre. Puis là, la personne
elle est mal à l'aise, puis elle n'est pas capable de débattre, puis elle se fait... Alors, les gens qui arrivent là, ils s'en viennent l'insulter, puis l'envoyer promener. Pas nécessairement. L'insulter, non, pas nécessairement. Il y en a eu. Il y en a. Non, mais ce que je veux dire, il n'y a personne qui est obligé d'aller parler, il n'est pas en train de... Je suis d'accord. Il n'est pas dans une espèce d'approche de « je vais t'humilier, je vais te faire passer pour un gros cave ». Charlie Kirk. Non, mais il va débattre. Il va pas juste mais leur envoyer des softballs. Est-ce qu'il a mis la table pour un débat équitable? Oui, mais là, on revient à la question des médias. C'est comme, est-ce qu'une place comme PBS aurait donné une chaise à Charlie Kirk pour qu'il y ait un débat équitable? Parce que, je veux dire, il y a 30 ans, c'est ce qu'on faisait. Là, c'est le problème des médias. C'est le problème des algorithmes. Peut-être qu'il a mis tous les extraits de ces débats. Puis tu sais quoi, l'algorithme fait ressortir les gens avec les cheveux bleus, les insultes, ces affaires-là. Ça, c'est le problème de notre époque. C'est le problème du système médiatique. Moi, c'est comme pour moi, c'est impertinent par rapport à Kirk. Mais Charlie Kirk, on parle de lui comme un chrétien depuis tantôt. Ben oui. Moi, si j'avais un show où est-ce que je débat avec des non-croyants sur un sujet où on est en désaccord, forcément, j'essaierais de faire preuve de plus de grâce. Puis je trouve que il y a souvent des choix qui sont faits pas pour mépriser directement, mais le sous-texte, c'est « As-tu vu le gros cave avec les cheveux bleus qui sait même pas s'il y a un gars ou une fille puis qui vient essayer de débattre avec moi? » Tu l'as pas vu manifester de la compassion envers des personnes trans puis avoir des échanges où il est vraiment pas dans cette espèce de il y a les deux. Il y a les deux. C'est ça, c'est que Charlie Kirk, je l'admire pour ça, sincèrement, est un personnage charismatique, très rusé, qui avait une excellente, je suis sûr, tu peux le voir comme avait, de la ruse, mais comme du charisme. Il était intelligent, puis il y avait une excellente équipe de PR, c'est sûr et certain. Attends. Vas-y, Alex. C'est clair. Puis j'ai écouté là, de ces épisodes de Charlie Kirk Show, puis de la compassion, elle était limitée à... puis c'est de la bonne compassion, mais c'était de la compassion vite chrétienne de « J'espère que tes démons vont être enlevés et tu as besoin de Jésus ». Il passait pas beaucoup de temps sur ça, et beaucoup plus de temps sur à quel point tu as tort comme humain et à quel point j'ai raison. Prove me wrong, ça aurait dû être appelé I am right. Moi, c'est ça que je crois. Because he was. Mais c'est là que j'ai de la misère avec de dire que Charlie Kirk faisait juste défendre le gros bon sens. Je suis comme, mais non, mais Charlie Kirk, ses positions sur les immigrants, il a dit des choses. Oh mon Dieu. Il a dit des choses qui sont pas. Puis, écoute, je veux pas faire le procès de Charlie Kirk. C'est ce qu'on fait, là. Mais c'est ça. Moi, c'est pour ça que je veux éviter d'aller là-dedans puis de rentrer dans le gros... dans tous les exemples possibles. Fait que je vais faire jouer l'extrait audio, puis on va finir sur un dernier segment. Ça, c'est Charlie Kirk qui est dans une... il réagit à un livre qui a été publié par évidemment des sociologues d'universités démocrates, des progressistes pas d'allure, qui s'appelle White Rural Rage. Donc, ça s'appelle White Rural Rage, la rage des Blancs ruraux, des Blancs de la campagne. Puis, c'est ce que j'ai trouvé le plus proche de propos que moi je considérerais aux limites de la haine. Je l'accuse pas d'être haineux. Je pense qu'il est juste sur le bord d'eux, puis il laisse son auditoire. Est-ce que tu dirais que c'est le pire que tu as trouvé de Charlie Kirk? De mon point de vue, oui. OK. Fait que, on l'écoute. Them is constantly growing. A reason. This is why the left literally needs endless, constantly increasing migration from the third world. Because among people born in America, the share who are alienated by how much the left obviously hates them is constantly growing. The Great Replacement strategy, which is well underway every single day on our southern border, is a strategy to replace white rural America with something different. Show 159, please. 80% of the map is red, but that is only 20% of the American population. They hate that they don't live in big cities. They hate those of you that live in rural and small America. They hate those of you that own land and have guns and believe in a better country. And they have a plan
to try and get rid of you. The same way that Joseph Stalin went after the kulaks, they want to go after you. Those of you that live in Mankato, Minnesota. You live in Marshallton, Iowa. Evansville, Indiana. Peoria, Illinois. You're the problem. Didn't you know it? You believe in God, country, family, faith, and freedom. And they won't stop until you and your children's children are eliminated. This is a great week, everybody. Thank you guys for the support. Email is freedom@charlie. Donc, je vais le traduire rapidement pour les gens qui ne maîtrisent pas l'anglais. Il parle de... Il dit ouvertement qu'il y a un grand remplacement qui est en train de s'opérer. On le voit à la frontière au sud des États-Unis. Il y a une stratégie en place pour remplacer les Américains blancs. Ils vous détestent, they hate you, donc ils vous haïssent parce que vous possédez des terres, parce que vous avez des fusils, des guns, parce que vous croyez en un plus beau pays, qu'on peut améliorer le pays. Et comme Joseph Staline et les Russes, ils vont reproduire le modèle des goulags. Ils veulent aller après vous. They want to get rid of you. Donc, ils veulent se débarrasser de vous. Vous êtes le problème. Ne le saviez-vous pas? Et ils ne vont pas arrêter tant que vous et vos enfants et les enfants de vos enfants ne seront pas disparus. Donc, il n'y a pas une incitation directe à la violence. Il n'est pas en train de dire « Prenez vos armes, citoyens ». Il laisse ça en suspens. Je trouve que c'est là que Charlie Kirk se rapproche le plus des idéologies fascistes, nazis, machin. J'ai un conflit à l'intérieur de moi parce que je ne sais pas dans le fond de lui à quel point il a peur des démocrates et des woke et de Black Lives Matter et donc il est en réaction. Et là, il dit les démocrates sont vraiment dangereux. Mais ce qu'il dit à ces gens, c'est des gens, il s'adresse à l'Américain moyen. Là. Puis là, il dit, ils veulent se débarrasser de vous. Ils veulent que vous et vos enfants et les enfants de vos enfants disparaissent. Moi, je suis vraiment curieux d'entendre comment... parce que, puis Charlie Kirk n'est même pas le pire dans le camp républicain. Je trouve ça très inquiétant d'entendre ces propos-là parce que j'ai l'impression qu'il y a une opération de relations publiques qui empêche Charlie Kirk ou cette équipe-là de se commettre à dire vraiment ce qu'ils pensent. J'ai l'impression qu'il y a une retenue. J'écoute ces propos-là, ça sonne comme quelque chose de terrible. Grand remplacement, une stratégie pour remplacer l'Amérique blanche, puis là, il a parlé de goulag, il a dit que les démocrates veulent que vous partiez, vous êtes le problème, veut se débarrasser de vous. Puis ça, moi, c'est l'affaire que je trouve la plus violente que Charlie Kirk a dit. Si tu veux, c'est directement quelque chose de violent. Charlie Kirk, c'est pas quelqu'un qui avait un discours fasciste puis très raciste, mais ça, pour moi, on est aux portes de la violence. Premièrement, ouais, c'est ça. Moi, je rejette toute idée comme quoi que le discours, c'est de la violence. Des mots, ce n'est pas de la violence. Il y a quand même une ligne. Il peut y avoir de l'incitation à la violence, qui est du discours haineux, qui est un acte criminel, puis qui doit être réprimé. J'ai aucun problème avec ça. Mais des mots, ce n'est pas de la violence. Entendons-nous là-dessus. D'accord. Deuxièmement, je t'entends et j'ai l'impression, si je traduirais ce que tu dis, ou j'essaierai de le redire, t'es préoccupé quand la rhétorique monte de température au point où on associe l'autre groupe à un régime totalitaire du milieu du 20e siècle qui souhaite ton élimination et ta destruction, puis qui, sans appeler directement à la violence, insinue que l'autre côté est là pour vous détruire. Oui. Ouais. Puis ça, c'est quand on accuse les gens d'être des staliniens qui veulent détruire les kulaks, mais est-ce que c'est aussi bon quand on dit que quelqu'un est d'extrême droite puis ils veulent invisibiliser ou détruire ou empêcher les trans ou quelques minorités identitaires quelconques? Pour moi, ça, c'est la première chose. C'est comme ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. C'est ce qu'on dit toujours de Trump, là, finalement. C'est un fasciste. Un fasciste dangereux. C'est lassant. Là, mais est-ce que tu penses que ça se peut
que dans 5 ans, les États-Unis sont un pays ouvertement violent, que Donald Trump soit resté au pouvoir, qu'il n'y ait pas d'élection dans 4 ans? Penses-tu que c'est le même risque avec Donald Trump qu'avec Joe Biden? Tu sais, comme Donald Trump, il se passe quelque chose, là, c'est grave. Tandis que chez Joe Biden, il se passe pas grand-chose. Non. Mais le risque est le même. Le risque est le même. Le risque est le même. Attends, comment tu peux dire ça? Regarde, pendant l'élection de Donald Trump, là, il y a toutes ces questions. Pour être clair, OK? Mettons qu'on prend 32 pas de recul puis on regarde les États-Unis, pas à travers le spectre des médias sociaux puis qui essayent de nous titiller puis nous exciter, là, puis qu'on fait une analyse comme si c'était le Cameroun ou le Burkina Faso. Okay? Bon, un des signes de santé démocratique, c'est des transitions pacifiques du pouvoir. Hein, t'as des pays d'Afrique comme le Congo, là, où c'est comme Laurent Désiré Kabila, il est là pendant 30 ans, l'opposition meurt tout le temps mystérieusement, puis là, quand il se fait succéder, c'est par son propre fils. T'sais. Tu te dis, c'est la République démocratique du Congo, mais j'ai mes petits doutes. ou quand Kim Jong-un gagne ses élections, troisième de la dynastie, gagne ses bonnes élections démocratiques à 97%, t'es comme, oui, ok, d'accord. Et donc, aux États-Unis, la transition pacifique du pouvoir, depuis l'élection de George W. Bush en 2000, est chaque fois de plus en plus contestée. OK? Le 6 janvier en 2020, c'était une affaire, mais je m'excuse, quand Trump est rentré, tu as eu une opposition de l'État administratif très claire. La campagne de l'affaire du Steele dossier, là, cette idée-là que Trump, c'est une taupe russe, okay, qui a été créée de toutes pièces par des groupes de consultants près du Parti démocrate, qui a permis que le Attorney General, le procureur général, Susan Rice, a permis qu'on mette la campagne de Donald Trump pendant les élections sous écoute. Souvenons-nous que quand Nixon a fait ça, ça finit par le Watergate puis sa démission. Okay? Ouais. Et là, il faut croire, fait que le gouvernement démocrate met la campagne de l'adversaire sous écoute à partir et ça, c'est avéré, là, on n'est pas dans la conspiration, là, à partir de pièces à conviction qui sont créées de toutes pièces. Et là, on est supposé croire qu'il n'y a eu aucune communication entre les gens qui entendaient la campagne de Trump et la campagne démocrate. Premièrement, ça c'est vrai, on n'a pas de preuves là-dessus, mais c'est quand même une transition pacifique du pouvoir qui est remise en question quand tu mets sous écoute la campagne de ton adversaire. Et une fois qu'il est rentré, c'était « Ah, bah oui, c'est un agent russe, c'est un agent russe, c'est un agent russe. » Ce qui était faux. Alors qu'au Canada, on a les chefs des services secrets qui disent au Parlement qu'on a des députés qui sont contrôlés par des États étrangers. Et là, tout d'un coup, on n'en parle pas dans les médias. Et donc, toi, ce que tu dis, c'est tu es d'accord que moi, je trouve ça dangereux pour la droite. Tu dis, mais c'est aussi dangereux du côté des démocrates. Moi, ce que je vois, là, c'est comme un pendule d'horloge là, ou une balançoire qui swing tout le temps de plus en plus loin. En plus fort. OK? Puis le risque c'est pour ça que je dis, tant à gauche qu'à droite, calmez-vous, parce que tu sais pas quand la machine va péter, si elle va péter de ton bord ou du bord de l'autre. Je comprends. Puis les institutions démocratiques sont plus précieuses que est-ce que ton idéologie va gagner. Fait que moi, je m'inquiète de la surenchère du surusage de l'exécutif dans cette administration-là, mais qui avait été augmenté sous Biden, qui avait été augmenté sous Trump, qui est relativement... Donc, ainsi de suite. Tu sais. Et pour moi, c'est ça. Fait que c'est pas tant un problème gauche-droite. Encore une fois, c'est une question d'institution démocratique. Donc, perspective spirituelle, pour finir, peut-être une réflexion... Je pense qu'on a réussi à avoir une discussion avec le sourire, à exprimer nos désaccords. On a tous plein de choses peut-être qu'on aurait voulu dire encore. C'est un sujet inépuisable. Ça fait 2 heures qu'on parle. Perspective spirituelle. Qu'est-ce que votre foi, vos convictions vous disent quand vous voyez un peu ce genre de débat-là
entrer dans l'Église, qu'est-ce que ça fait en vous? Quelles sont que ce soit une mise en garde, une lueur d'espoir qu'on pourrait partager avec les frères et sœurs qui nous écoutent? Oui, j'aimerais ça avoir l'avis de 2 pasteurs. Moi, ça serait vraiment intéressant. 2 bergers. Comment vous sans nécessairement rentrer dans la théologie pastorale, comment est-ce que vous réglez les conflits dans une église entre 2 frères sans que vous-même preniez un parti? Je suis très curieux. On a une allégeance première à un roi qui s'appelle Jésus-Christ. L'Écriture nous commande avec beaucoup de clarté et d'empressement d'aimer nos frères et nos sœurs dans la foi, de ne pas laisser nos divergences même théologiques et encore moins politiques venir animer des querelles au sein de l'Église. On doit aussi faire un acte d'humilité, de dire, bon, on ne sait pas tout, il reste des choses qui nous échappent. Dans ce beau monde. Notre sphère aussi, c'est l'Église. L'Église, elle n'est pas partisane. Il faut préserver la spiritualité de l'Église. Elle n'est pas un outil d'activisme politique. Il y a des actes politiques qu'on peut poser. On en a encouragé un récemment sur la question de la laïcité pour sensibiliser nos députés à préserver nos droits et tout ça, mais c'est pas donc du tout partisan. Et moi, j'ai apprécié la discussion avec vous, les frères, votre ouverture. Et je pense qu'il faut vraiment éviter de camper nos églises politiquement, mais de les garder ouvertes à une diversité de pensées, mais centrées dans la parole de Dieu. OK. Merci, Pascal. Merci beaucoup. Peut-être si j'avais une exhortation particulière à l'Église aujourd'hui, c'est un peu faites attention à de faire attention dans un monde de médias sociaux, parce que tu as comme l'esprit du monde ou divers esprits du monde qui essayent de nous posséder d'une certaine façon. Il y a vraiment quelque chose de spirituel là, où veut nous prendre du service du Christ au service de choses qui sont temporelles puis mondaines. Il faut vraiment faire attention à ça. Moi, c'est ce qui m'attriste le plus de ce qui se passe aux États-Unis. Tout le monde dans les médias aujourd'hui voit souvent comme cette utilisation du politique à des fins religieuses. Ce que je vois, c'est une utilisation du sacré puis du religieux à des fins politiques. Puis il y a vraiment une subversion de l'Église. On est particulièrement vulnérable dans nos milieux aussi chrétiens congrégationnalistes où que les gens peuvent juste changer de communauté pour des raisons politiques. En tout cas, c'est ce qu'on voit qui se passe aux États-Unis. Ça, encore une fois, c'est extrêmement préoccupant. Jésus numéro 1, les royaumes de ce monde vont passer. Un jour, il n'y aura plus de Québec, il n'y aura plus de Canada, mais l'Église, c'est la seule institution humaine qui est éternelle. Donc, Amen. Alejandro? C'est ça. Sans vouloir rentrer nécessairement dans la partie témoignage, moi, je me suis converti durant la pandémie. Durant une grosse période de polarisation encore sur la santé publique, sur les mesures à prendre et tout ça. Et j'ai vu des églises se diviser, des membres se diviser, changer d'église à cause de cette divergence-là d'opinion qui, oui, avait des conséquences réelles, peut-être même graves, si je pourrais le dire. Peut-être on n'a pas la même opinion. Mais fait qu'il y a toujours comme une tristesse plus que juste émotionnel, mais une vraie tristesse spirituelle de voir comment si facilement le corps peut se défaire. C'est drôle, là, mais comme couper un bras, c'est douloureux. Tu sais, c'est extrêmement douloureux. Et pourquoi est-ce qu'on vit ça avec une facilité aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce qu'on voit le remords? Est-ce qu'on voit la haine? Est-ce qu'on voit les conséquences d'une division dans l'Église? Peut-être pas aujourd'hui, peut-être dans 5, 10, 15, 20 ans. C'est un processus qui va s'accélérer, malheureusement. Puis je dirais de faire garde. Fait que pour moi, c'est vraiment une source de tristesse de voir pas nécessairement le meurtre de Charlie Kirk. Oui, il y a une tristesse, mais aussi c'est de voir le bras droit piquer le bras gauche et vouloir couper la... Tu sais, c'est ça qui me rend le plus triste. Et
Oui, le corps qui divisé contre lui-même. Ouais, puis je crois que je devrais faire attention à ça, mais c'est le corps qui s'automutile, là, presque. Ouais, toi? Moi, dans le fond, ce qui me préoccupe, moi, ces temps-ci, je vois beaucoup de choses à travers la lentille missionnelle. Ce qui me préoccupe beaucoup là-dedans, c'est comment les non-croyants nous perçoivent. Il y a une part qui nous appartient, il y a une part qu'on ne peut pas gérer. Il y a une part que les gens vont penser qu'on est X ou Y parce qu'on n'a pas les mêmes convictions qu'eux sur plein de sujets. Fine. La part qui nous revient, je pense qu'il faut être doublement prudent, sage, responsable, empreint de grâce. Les Québécois sont déjà assez blessés par l'Église. Puis quand un sujet comme ça arrive, si on se campe dans des positions diamétralement opposées, on encourage ou on accélère la perspective ou la perception que l'Église est détachée du monde, qu'on est complètement off, qu'on est irrécupérable, que la religion, c'est de la chenoute, puis ainsi de suite. Fait que moi, je pense que c'est un peu ça Enfin, c'est un point que je voulais amener, que j'ai pas... j'avais des piles et des piles de papier. Mais c'est une chose que je voulais absolument dire ce soir. Je suis très content d'avoir eu cette discussion avec vous. Jean-Christophe, tu as amené beaucoup de points de réflexion politique qui, je pense, n'auraient pas émergé de moi. Sans toi. Puis c'était utile, même si on n'est pas dimanche, ce Veux-moi académique. Là, je suis comme... Ah, là, vous m'avez invité. Là, on a couru après le trouble. Mais je pense que pour un épisode comme ça, je pense que ça a été bénéfique. Qu'est-ce que tu sortirais de cet épisode-là? Quelque chose une nuance que tu apporterais dans demain, là, des discussions qu'on a eues, Richard? Moi, je pense que je l'ai noté, le fait qu'il y ait beaucoup de points de vue différents chez les républicains, j'avais tendance à les voir comme un monolithe, à caricaturer un peu la position, puis à mettre tout le monde dans le même bateau, puis j'haïs ça que les gens font ça avec les chrétiens, parce que moi, je ne suis pas pareil que les autres. L'autre chose aussi qui m'a frappé, c'est quand Mathieu Bock-Côté parlait de mensonges. Je regardais Pascal puis Jean-Christophe hocher la tête en voulant dire ben oui. Puis moi, je suis comme... Ma réaction de base, c'était comme ben non, c'est Donald Trump puis les conservateurs, les gros menteurs. Puis nous, on a les faits de notre côté parce qu'on a les scientifiques puis les journalistes de notre bord. Puis ça aussi, c'est une forme de raccourci intellectuel que je vais avoir de la misère à enlever ces lunettes-là. Je sais que ça va être ça va me suivre toute ma vie, ce réflexe-là. Eh bien, la machine est en marche pour On n'est pas dimanche. C'était notre premier épisode où on a essayé d'incarner une discussion chrétienne, où on peut dire ce qu'on pense et accepter d'être en désaccord tout en s'écoutant. On va essayer dans le futur d'aborder des sujets pertinents sans raccourcis et sans se prendre trop au sérieux. C'est notre façon de participer à l'édification et à l'unité parmi les croyants. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Jean-Christophe, d'avoir été avec nous. Alejandro, on va se revoir. Yes, à la prochaine.